Bonsoir à tous. Bonsoir. On est juste triste qu'il n'y a pas les protagonistes ce soir, ils n'ont pas pu venir ce soir. En tout cas, ce documentaire donc, est né dans les rencontres qu'on a fait avec, grâce à Nassim et Stéphanie Naranco. On a rencontré donc les maires de la Castellane en discutant. C'était vraiment des discussions sur les discussions en fait, qu'on a fait dans ces jours-là. Qu'est-ce que c'est être parent? Qu'est-ce que c'est la responsabilité, la culpabilité d'être parent? Qu'est-ce que ça veut dire être parent aujourd'hui dans notre société où, et justement, comme le maire l'a dit, c'est pas qu'à la Castellane, c'est notre société. Elle le dit très bien quand c'est l'éducation dans la maison et après l'éducation quand on sort de la maison. Et la société n'aide pas. Et du coup, la peur des parents, des mères, c'était drôle parce que donc, être mère à la Castellane, mais vous avez vu qu'il commence avec un père parce qu'on voulait aussi donner la place au père. Après, on a rencontré plus des mères, donc on a rencontré, mais c'était vraiment discuter sur la parentalité et sur beaucoup de questions. Et donc moi, ça m'a beaucoup enrichi voir comment, du coup, un collectif, on peut vraiment discuter et faire sortir des problématiques, tout en sachant aussi qu'il y a une force, il y a des problèmes, et on ne les cache pas, on ne cache pas tous les problèmes qu'il y a, mais en même temps, toutes les solutions, les forces. On a vu que même il y a 35% des familles monoparentales à la Castellane, mais il y a d'autres familles qui se créent aussi, comme il disait. Du coup, il n'y a plus la famille traditionnelle pour certains, on est loin des grands-parents, mais il y a d'autres formes de familles qui se mettent en place, et du coup, ça donne une force, c'est-à-dire il y a un isolement, mais aussi il y a d'autres sources pour faire face à ce gros voyage et difficile voyage qu'est la parentalité. Ariana est anthropologue. Alors moi j'ai fait la partie montage. Il y avait un parti pris de montrer des choses plutôt positives, parce que la télévision se charge de montrer des choses plutôt négatives, et on voulait pas aller dans cette direction. Et en fait, le petit texte qui est à la fin explique ombre et parole. Ça veut dire qu'en fait, il y a une bonne partie des gens qui n'ont pas voulu apparaître à l'image. Donc c'est pour ça qu'on a fait pas mal de montage. Donc moi, j'ai pas fait les entretiens, j'ai fait toute la partie montage qu'on a fait cette semaine. On a passé 4 jours, enfin ces 4-5 derniers jours là-dessus. Et donc c'est pour ça qu'on voit les deux protagonistes du début reviennent beaucoup à l'image et que les autres femmes n'ont pas voulu être à l'image. Je pense que c'est aussi à cause du mal que font les médias sur enfin, il y a un rapport de confiance difficile quand on habite à la Castellane et que ces 20 dernières années on a regardé un peu la télé. Voilà. Et après on a travaillé avec Ali qui va se présenter tout seul. Donc, nous, on est dans la poursuite toujours de, justement, donner accès à des vies dans ces quartiers, les sortir du carcan dans lequel le système eux-mêmes sont enfermés. Donc, dans ce travail, nous, l'idée, c'était tout simplement de dire que c'est des mères, ils ont leurs préoccupations, ils sont face à un environnement très hostile, parce qu'il y a des petits termes aussi, des petites pépites, quand on voit Jessica qui parle de justement être élevée à la dure, que sa mère lui descend, c'est pas parce que sa mère veut que sa fille va se battre, hein. C'est pas du tout ça, c'est parce que l'environnement l'oblige à être comme ça. Il y a justement tous ces degrés. En fait, on descend dans les sous-sols où il y a de plus en plus de pression, de plus en plus de vulnérabilité, et en même temps toute cette forme de résilience, cet amour qui dépasse, qu'on ne voit pas à l'extérieur, mais qui est présent. Et pour conclure, nous on aimerait bien justement investir, mais parce que là, vous voyez le travail, mais vous n'imaginez pas dans quelles conditions on le fait aussi, quoi. Donc, pareil, quoi. On a des moyens de discount, le Lidl, tu as vu, du travail. Lidl Production. Lidl Production. On a aussi cette fragilité qui fait notre force parce qu'on crée. Et surtout, là-dedans, c'est pas d'isoler la Castellane ou d'isoler les quartiers, c'est au contraire
se retrouver tous ensemble. Et c'est pour ça qu'avec le collectif Au cœur de la cité, la folle histoire de fou, quand on parle d'inégalité, on essaye de mettre une dose de plus de soins, une dose de plus de culture, une dose de plus de citoyenneté. Et bon, le chantier, il y en a pour 40 ans, hein, je vous assure, quoi. Mais comme dit le proverbe chinois, ben, il faut d'abord donner la première coup de pelle, c'est ce qu'on essaie de faire. Juste avant de donner la parole à Stéphanie, je vais demander aussi à Isabelle de venir, si c'est possible. Déjà, moi, sincèrement, je voudrais féliciter le travail. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, à la Cité de Cassagne, on ne peut plus faire ce qu'on faisait il y a quelques années. On ne peut plus tourner. Lorsqu'Ali, Benoît, Ariana m'ont dit, est-ce qu'on peut venir tourner? C'est difficile, on ne peut plus. C'est sortir une caméra et se promener à la Cité, ça, c'est de plus en plus impossible. Du coup, les contraintes de travail, c'était pas évident. C'est pour ça qu'il y a des plans qui sont pris du côté du Grand Littoral, sur la Bricarde. Aujourd'hui, on ne peut plus trop accéder à l'intérieur, se promener avec une caméra, avec un appareil photo. On pouvait le faire il y a 10 ans, mais depuis 5, 6, 7 ans, on ne peut plus. Même nous, notre travail social dans ce territoire, il est de plus en plus difficile, complexe. Alors c'est vrai que on n'est pas naïf, on sait ce qui se passe à l'intérieur, mais il y a une force énorme. Parce que lorsqu'on voit la richesse qu'il y a, moi ça fait depuis presque 25 ans que je suis présent sur ce site, depuis 15 ans directeur, il y a une force vive. Les habitants, ils n'ont pas choisi de vivre dans ces conditions-là. D'accord? Parce que si on regarde un peu, cette cité, elle ressemble à une forteresse. Elle a été construite des années 68-70. 1250 logements, c'est une forteresse. Il y avait une force vive. Les gens continuent à se battre tous les jours, malgré que la situation des familles, la précarité, s'enfonce de plus en plus. Les gens s'isolent de plus en plus. Du coup, bien sûr que nous, ce qui nous motive, c'est cette force, ces gens. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que depuis très longtemps, dans les cités, dans les quartiers, les mamans ont joué un rôle très important et elles continuent à se battre tous les jours. D'accord? Et c'est pour ça que je voudrais vraiment les féliciter et vraiment leur rendre un grand hommage à tous ces gens. Voilà. Bonsoir, donc je suis Stéphanie Naranjo, la coordinatrice enfance-famille au centre social de la Castellane depuis près de 20 ans. Donc je connais plutôt bien les familles. Je connais bien Jessica que j'ai eue alors qu'elle était enfant. Donc voilà, je voulais féliciter le travail qui a été fait parce que ça retranscrit vraiment bien vraiment ce qui s'est passé dans ces entretiens, la manière qu'ont pu le faire Ariana et Ali. Vraiment faire émerger la parole juste par des petites questions et voilà, c'était vraiment ça, c'était très intéressant, c'est très touchant aussi de le voir là. Évidemment que les parents, les femmes, on voit aussi le papa font preuve d'une grande force, mais il en faut beaucoup parce que c'est vrai que l'environnement, puisque là le sujet c'était être mère à la Castellane, donc en quoi ce territoire influence la parentalité, je crois on est obligé de décupler la force qu'on a. Les mamans le font au quotidien. Évidemment, c'est vrai qu'il y a un regard plutôt positif sur la force de ces parents là qu'on a vu ce soir. Évidemment, l'envers du décor, c'est que tout le monde n'a pas cette force-là. Et voilà, on est aussi là sur le terrain pour tous ces gens qu'il faut accompagner au quotidien. On le fait avec Isabelle qui travaille à l'école des parents et des éducateurs. Et voilà, en même temps, c'est leur force, leur faiblesse aussi, et en tous les cas, la manière qu'elles ont de se livrer à nous, voilà, qui nous pousse aussi à continuer chaque jour à travailler. Voilà. Un petit mot, Isabelle. Donc, moi, je suis Isabelle Audry, je suis coordinatrice et conseillère conjugale et familiale, coordinatrice du service des animations à l'école des parents et des éducateurs. Et ce reportage, je le trouve superbe. Il est très authentique, les musiques sont belles, effectivement, ça donne une pulsion de joie et de vie, d'être témoin de ces récits.
Et je crois que enfin, c'est pleinement authentique. Et dans le travail qu'on mène en partenariat depuis quelques années, hein, maintenant je ne compte plus, mais ça commence à faire, on propose pour soutenir le centre social et les familles des actions à l'attention des femmes et des parents, mais pour beaucoup, ce sont quand même les femmes qui les investissent, des temps de rencontres, des rencontres débats sur des thématiques. Et on se rend compte. Alors, c'est toujours mené à la Castellane d'une certaine manière, par le biais d'un collectif hein, qui vit depuis au moins 15 ou 20 ans, le collectif Petite Enfance. On mène aussi des rencontres débats avec ces mères. Et on se rend compte qu'à la Castellane, elles ont besoin de ce petit cocon, un petit groupe. Mais elles viennent se livrer d'une manière tellement authentique et puissante que ce sont des leçons de vie hein, et de richesse. Parce que, comme le dit Stéphanie, comme le dit Ness, enfin, voilà, vous qui avez filmé ses parents, ils ont à vivre un quotidien, je crois, qui nous dépasse. Voilà, c'est cette force vive qu'il faut décupler pour contenir ses enfants, faire passer les messages d'éducation. Et quand on sait que dans la cité, il faut continuer à lutter alors qu'il n'y a pas de maîtrise, hein, les enfants vivent aussi avec la peur au ventre et les mères l'expriment énormément. Voilà, et on accompagne ces parents le mieux qu'on peut, avec nos petits moyens, subventionnés, quand on veut bien encore nous subventionner. On se bat pour ça, je peux vous le dire, et c'est de l'énergie. Mais quand on crée des partenariats, comme on le fait à la Castellane, comme on le fait avec l'Estac, le centre social de l'Estac, et toutes ces femmes, et vous avez pour peut-être certains et certaines été témoins de ces échanges hier, ce que ces femmes osent un tout petit peu dire, alors qu'il y avait un groupe qui était relativement important, on se dit que ça vaut le coup, qu'il faut continuer à se battre et à tenir bon, parce que c'est pour les... Je crois qu'elles nous enrichissent. Enfin, moi, je reçois autant de ces personnes que peut-être je peux leur apporter par mon écoute et ma bienveillance. Néanmoins, elles m'enrichissent d'humilité, de justesse, de vérité, d'authenticité. Voilà, donc, continuons, quoi. Voilà. Merci. Je trouve que les mères sont remarquables. Et ce que vous avez fait, le film le met bien en avant. La question que je me pose, c'est est-ce que vous pouvez faire le même film en interpellant les pères, qui sont singulièrement absents dans tous les domaines, très simplement. Ici, je remarque quand même qu'il y a beaucoup de femmes. Hein. Bon, voilà, c'est tout. Et ça, c'est une question qu'on nous a posée. Et effectivement, là, c'est un déficit d'image. Mais la réalité, on ne la trompe pas, c'est les femmes qui élèvent dans les quartiers. J'aimerais bien dire, oui, il y a plein d'hommes. Oui, mais la parentalité... Mais on n'est pas en train de nier la parentalité du père. On dit la réalité, qui c'est qui construit ces familles. Moi, j'aimerais bien que le père soit plus présent. Je ne le juge pas, on ne porte pas de jugement sur qui que ce soit. Mais bien sûr qu'il y a un amour pour le père, bien sûr qu'il a un rôle à jouer quand il le joue. On ne va pas les mentir aussi. Donc, je sais pas, on est confronté... parce qu'il n'y est pas. Il n'y est pas. Voilà, c'est tout. Ouais. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un géniteur. Hein. Ça veut pas dire... Oui, mais bien sûr. Bonsoir. Philippe Hamé, je suis le directeur du lycée de Saint-Henri. Du lycée de Saint-André aussi. Juste sur cet outil, Ali, tu disais que c'est du discount. Moi, ça me va très bien. Hein. Je pense que par rapport à ce que je viens d'entendre dans les différents reportages, témoignages de ces femmes, j'ai plein de... Moi, je me retrouve beaucoup par rapport au milieu éducatif, par rapport à ce qu'on peut, le ressenti qu'on peut avoir. Et il y a quelque chose qui est difficile, y compris parce que l'éducation, ça me semble essentiel pour les jeunes, hein, et donc derrière pour la famille. C'est ce manque de repères
mais que ça soit du monde éducatif, hein, on l'entend aussi. L'école avant, c'était les deuxièmes parents, quoi. Maintenant, l'école, avec les professeurs, c'est plus possible. Eux, de leur côté, ils ont une attente de l'école peut-être un peu plus dans ce sens-là. Et on se rend compte qu'on a perdu un petit peu ces repères et les parents sont un peu perdus dans ces situations. Donc voilà, moi, c'était une petite réflexion là-dessus. Et simplement, pour l'équipe, moi, c'est un outil qui m'intéresse pour montrer à mes enseignants. Hein, parce qu'il y a des choses qui leur permettraient de comprendre aussi le fonctionnement des jeunes. Je termine... Pour l'outil, comme tu sais très bien, tu as un lycée privé, c'est payant. Hein. Je déconne. Oui, j'ai un lycée privé, mais j'ai pas de sous. Et puis je te rappelle que, bon, je vais pas rentrer, mais on a des grandes réformes en cours. Bon, voilà, on va pas rentrer dans ce détail-là. Et juste un autre point, parce qu'il y a eu avant la lecture des textes sur les jeunes primo-arrivants, hein, des jeunes qu'on accueille au lycée. Les histoires, je les ai découvertes là. Hein, parce que quand on les accueille dans l'établissement, on a une certaine réserve pour parler de leur parcours. On sait que ça a été difficile pour un certain nombre d'entre eux. On les accueille tels qu'ils sont, hein, et puis on essaye de les accompagner, de les aider avec tous nos moyens ou tous nos petits moyens. Et on réussit en effet pas trop mal. Et j'ai découvert des parcours là qui ont été écrits par eux-mêmes, et ça n'a pas dû être facile d'exprimer tout ça, hein, parce qu'ils ont aussi quelques réticences à parler de ça, hein, ils ne veulent pas qu'on les plaigne, et donc voilà, c'était un moment aussi émouvant pour moi de découvrir ces textes. Merci. On continue sur ce thème. Il y a quand même des choses qui sont aussi en relation avec ce qu'on disait hier, justement, sur la parentalité. On l'a encore entendu là sur le film. La première chose que le premier couple ont été interrogés, ils découvrent le fait d'être parents. Donc on connaît maintenant, on sait très bien que cette relation elle est importante, cette découverte d'être parent, et qu'au fur et à mesure qu'on élève ses enfants, au fur et à mesure on découvre ce que c'est que l'évolution, que d'être parent avec des étrangers qui sont nos enfants, entre guillemets, et de se sentir aussi étranger culturellement avec des étrangers dans une maison, on additionne l'étrangeté de se sentir à côté. Donc c'est aussi quelque chose qui ressort depuis hier dans ces débats, finalement de se sentir toujours un petit peu derrière une frontière. Et c'est justement cette frontière qui serait intéressant maintenant d'aborder, et de quelle frontière on parle justement quand on parle d'être parent dans les quartiers, que ce soit à la Castellane ou quoi. J'aimerais qu'on entende peut-être aussi des témoignages sur justement cette frontière, tout ce qu'elle représente en tant que telle, en tant que passage difficile avec papier ou sans. Vous avez vu le documentaire comme nous, non? À un moment donné, il y a des questions qui font oublier justement l'origine culturelle. C'est la réalité. Comme on parle, il y a un moment donné dans le documentaire, c'est résilience et solidarité. Ça veut dire qu'à un moment donné, le point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils ont tous des origines différentes et qu'ils sont tous de la Castellane. Donc, sous nos yeux, il y a une identité marseillaise qui se forge sur une génération. Et donc, je vais profiter parce qu'il y a une femme qui est de la Castellane. J'aimerais bien qu'elle me donne son témoignage sur en étant mère. Et justement, je sais qu'on se connaît quelque part, non? Tu vois, tu comptais venir et rester les bras croisés? J'aime pas du tout prendre le micro. Être maman, c'est quelque chose de très difficile. Moi, j'en ai 3, 2 garçons et une fille. Donc j'ai vécu à la Castellane, je suis arrivée à l'âge de 10 ans et je me suis mariée et partie à 30 ans. Et effectivement, j'aurais eu la possibilité peut-être de rester à la Castellane, mais dès l'instant où j'ai été maman, je me suis dit il va falloir que je parte de là parce que sinon, déjà être parent c'est difficile, mais être parent à la Castellane, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Et puis voilà, il faut être 2 fois plus forte, et je sais que là, peut-être que j'aurais eu du mal. Voilà, donc je suis partie. On parlait de frontières, justement, j'étais en train d'évoquer ça, justement, vous répondez très bien à cette interrogation, justement, de cette frontière-là. Vous la placez en tout cas sur les perspectives que vous aviez, vous, familiales, au sein même de la Castellane. Mais c'est vrai qu'être parent, et voilà, il faut avoir le rôle de maman, il faut avoir le rôle de copine,
il faut avoir le rôle de... plein de rôles à jouer, parce que voilà, si on est trop sévère, après l'enfant ne se livre pas assez, et du coup, voilà, donc c'est pas facile. Justement, vous évoquez, en plus il y a des jeunes qui pourront peut-être répondre à ça, parce que le fait d'être sévère ou pas, c'est le truc d'être parent. Mais oui. Est-ce que, ça c'est parent, c'est l'éducation, ce qu'on va dire, alors elle est universelle cette éducation, mais si justement cette éducation qu'on dit universelle, est-ce qu'elle aurait des particularités parce qu'on est justement dans des situations ou dans des endroits un peu compliqués, un peu difficiles ou quoi? Est-ce que vous voulez répondre à ça, s'il vous plaît? Est-ce que ça serait justement ça serait ces choses qui nous paraissent finalement simples ou quoi? Est-ce que ça devient compliqué à ce moment-là? Alors, moi, c'est pas la Castellane, mais on est proche. C'est le Castellas, avec les mêmes problématiques, je pense en mini, quoi. Moi, je ne suis pas originaire de Marseille, je ne suis pas originaire des cités. J'habite là parce que c'est moins cher, les logements sont bien. Voilà, bon. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler du fait que je suis maman, mais grand-mère aussi. Mes enfants n'habitent pas là, ils sont dispatchés en France. Le souci, maintenant, mes enfants sont éduqués, ils ont fait des études, ils ont des bonnes situations. Tant mieux pour eux, hein, ils le méritent aussi. Bon. Mais voilà, qu'est-ce que leur renvoie à eux, qui sont devenus parents, le fait que leur maman et leur mamie habitent au Castellas? Ce serait pareil si je disais j'habite à la Castellane, évidemment. Eh bien, je suis donc, je pense, un petit peu victime de ça, parce que il y a des gens, je m'entends bien, il y a des gens bien sûr, j'ai des voisins charmants, etc. Mais rien à faire. Il n'y a pas que les médias, parce que du coup, je vis quotidienne, quand je reste chez moi, j'ai vécu, on m'a cassé ma voiture 6 fois sur une année, il y a de la drogue, il y a des gens qui se droguent en dessous de chez moi, il y a toutes les problématiques dont on parle et que vous savez. Et bien sûr, alors mes enfants, maman, on ne viendra pas te voir. Maman, tu verras pas tes petits-enfants. Parce que nous, voilà, on n'a rien demandé, quoi. C'est pas possible. Donc, vous voyez, ça crée un isolement, ça me pose des problèmes. Même mes collègues de travail me disent « Mais qu'est-ce que tu fous là-haut? Pourquoi tu n'habites pas dans les beaux quartiers ?» entre parenthèses, je leur réponds « J'ai peut-être pas les moyens, déjà. Mais moi, j'aime assez ces quartiers, parce que les quartiers nord, c'est une autre parenthèse, mais je les fais parler aussi parce que je m'occupe de randonnées dans ces quartiers-là. Je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse à beaucoup de choses. Je travaille aussi à Édouard-Toulouse, entre parenthèses. Mais bon, ça, c'est une autre histoire aussi. Vous voyez, j'apprécie quand même d'avoir les pieds dans le passé, parce que n'oublions pas Castellane, Castellas, et c'est le château, hein, dans l'histoire. Il y a un territoire, il y a de la terre, ça parle. Il y a tout ça aussi. Il y a des gens qui s'occupent de ça, plus spécifiquement. Mais vous voyez, voilà, le rôle de mère, de mamie, en habitant là, en étant originaire de là ou pas, les enfants ont réussi. Donc, le regard qu'ils ont eux, vous voyez, tout ça, c'est beaucoup de choses, hein, là. Oui, justement, ça marche, hein? Ouais. C'est justement quand, dans mon approche sociologique ou voire anthropologique, souvent ces territoires, il faut les descendre dans toutes ces strates, les uns après les autres. Ce que vous avez évoqué dans un premier temps, c'est justement c'est le mot là, cette victimisation du territoire. Et surtout comme un marqueur d'exclusion. Et nous, on a dit depuis les années 80, de la cité, on est passé des quartiers difficiles à un processus de ghettoisation. Maintenant, c'est un ghetto. Donc le ghetto, par définition, c'est un repli sur soi. Et s'il n'existait que ça, et derrière, à l'intérieur du ghetto, ça accouche d'une pluralité d'exclusion. D'abord par les origines, par le niveau social, ensuite par handicap physique, mental. Et donc, tous ces facteurs, ils sont additionnés par 4 ou par 5 dans chaque famille. Donc, on n'est pas... Là, on est dans justement une complexité face à la douleur, face au problème. Et justement, c'est plus habile pour
une gestion politique de dédouaner tout un territoire en disant que ce territoire-là, s'il ne réussit pas, avant c'était parce qu'il était origine, parce que le quartier veut ça. C'est plus facile de dire ça que de dire il y a beaucoup de réponses à apporter et ça demande une autre approche. Et forcément, vous êtes, j'allais dire, une victime collatérale de ces représentations. Et je sais que ces représentations, ils ont des échelles, des graduations beaucoup plus importantes. Là, c'est à l'intérieur de la ville. Et après, quand on sort de la ville, c'est Marseille qui est comme ça. Voilà. Donc là, on n'est plus dans les quartiers nord. Marseille est comme ça, quoi. Moi, en fait, je voudrais saluer la conception du documentaire, qui était incontestablement impressionnant, malgré que on aimerait bien, moi personnellement, j'aurais aimé avoir un témoignage beaucoup plus sur différentes couches sociales qui montrerait la vie réelle dans les cités, et notamment la Castellane. Parce qu'en fait, qui dit Castellane dit Kalash, dit trafic de drogue, pendant qu'on pourrait éventuellement montrer des choses positives qui se passent dans nos quartiers, notamment la Castellane. Ouais, justement, c'est là-dedans, quand on dit le directeur du centre social, Ness, qu'elle a dit nous ouvre une porte, ce que tu me dis, là, c'est le boulevard que tout le monde emprunte, quoi. C'est oui, on sait qu'il y a ces difficultés, ça fait 30 ans qu'ils existent. On sait, on a décortiqué le trafic, les chauffeurs, l'économie, ça, tout le monde sait. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va prendre une petite porte, mais petite, hein, pour commencer à regagner de l'espace, à regagner une visibilité humaine, à justement faire émerger tous ceux qui se cachent en dessous. Mais il n'y a personne qui peut nier aujourd'hui que maintenant, moi je ne suis pas en train d'accuser les dealers ou quoi, qu'il y a une omerta. Les quartiers sont confisqués, mais à qui ça profite? C'est pas qu'aux dealers, c'est trop facile. Si c'était que le dealer, tout le monde dit ah c'est facile, on les raye. C'est aussi, ça donne une incapacité, une raison de justifier aux politiques qu'ils ne peuvent rien faire. Ah, c'est à cause des dealers. Mais non. Alors moi, je voudrais revenir sur le premier monsieur qui me disait tout à l'heure, il n'y a pas de père, mais enfin, moi, j'en ai vu. Et puis aussi sur ce que tu viens de dire, faire un petit peu... c'est... bon, d'abord, non, au contraire, il y en avait, on a commencé par lui. Ça m'a même... Et j'avoue que j'étais surprise. D'emblée, pof, ah, il y en a un, il est là, et puis on l'a vu, et on l'a revu, et en plus, c'est un père qui sait faire cuire des pâtes, qui sait faire des frites, qui s'occupe de... Non, mais c'est pas si évident que ça. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, et encore, moi, je sais, j'ai des copains, ils savent pas faire cuire un steak haché, quoi. Surtout en survêtement. Alors, je sais que c'est peut-être aussi un peu caricatural, mais c'est une des réalités. Et donc ce père, il est là. Oui, mais moi qui travaille... Excusez-moi, moi, en tous les cas, ça fait très longtemps que je travaille. Marianne, attends, je comprends ta réaction, mais oui. Sache que là, tu es dans ton imaginaire, nous, on a des réalités de la Castellane. La Castellane, c'est pas une représentation. C'est quand on arrive, tu veux... Ça, c'est... J'aimerais que ça se passe comme tu veux, il n'y a pas de souci, je te rejoins, mais ça ne se passe pas comme tu veux. Cette réalité, elle est posée. Elle se vit depuis 30 ans. Alors, il va falloir que tu t'y fasses avec ça. Justement, peut-être pour réagir... J'ai réagi de la même manière que vous avec Ness, ça fait maintenant 5 ans que je le connais. Et puis, il m'énervait à chaque fois, il me disait... alors, les mamans... Et alors, les mamans... Tu te rappelles? Les mamans... Je dis, mais qu'est-ce que tu... C'est bon, les mamans. Mais, et les papas? Et puis, c'est bon. Parce que je disais, oui, mais alors, les groupes parents-enfants et les mamans, et nos mamans... Et donc, c'est vrai que c'est un truc qui me choquait. Je dis, mais... Hein, plusieurs fois, on s'est frité là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'en fait, même s'il y a bien évidemment qu'il y a des pères et qui sont, alors où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont dans les appartements? Est-ce qu'ils sont au boulot? Malheureusement pour eux, pas beaucoup. C'est pas parce qu'ils veulent pas, hein, mais voilà. Mais en tous les cas, la réalité, c'est que sur le terrain de l'éducation et du social, ce qu'on voit, c'est les maires. Mercredi, on a fait une porte ouverte
à l'hôpital et on a eu des cars qui sont arrivés, l'hôpital Édouard Toulouse qui a reçu les parents, les enfants, il y a des cars qui sont venus avec des enfants accompagnés de leurs parents qui étaient des mères. Et il n'y avait que des mères. Là, on n'avait pas eu un père, on n'en a pas eu. Donc voilà, donc ça c'était un premier élément qui me venait. Après, moi, il était très positif, effectivement. Et moi, voilà ce que j'ai trouvé dans ce documentaire, sans en faire dans... on sait qu'il y a le reste, mais justement, le reste, c'est bon, quoi. Le reste, on sait, et il est là, et trop, et en permanence mis sous les projecteurs. Et vraiment, j'ai apprécié qui est tout le reste, qui est la vie, qui est la nourriture, la transmission, de mère en fille et de mère en fils, ce fameux fils qui essaye de faire apprendre à sa femme comment sa mère lui faisait à manger quand il était petit aussi. Ça, c'était très chouette. Vraiment, voilà, moi j'ai beaucoup aimé et je vous remercie pour ce travail. Bien. Tu vois, tenez, réagir. Non, prenez le micro parce que c'est enregistré. Exprès parce qu'en même temps, on n'est pas loin du commissariat, c'est pour ça. Donc je dois me taire. Non, excusez-moi. Voilà. Je me présente, j'étais instituteur. Pas un professeur des écoles, mais instituteur. J'ai travaillé pendant X temps. J'ai toujours eu affaire, la plupart du temps, à des mamans. Et franchement, je reconnais la puissance et le grand savoir des mamans. Voilà, après, en tant qu'instituteur, homme, il m'est arrivé de pouvoir parler à des pères. Ça n'a pas été très fréquent. On connaît quand même enfin, je veux dire, c'est bon. D'abord, pour moi personnellement, c'est pas le sujet vraiment du débat. C'est sûr, mais on connaît. Mon père, il est jamais quasiment venu aux réunions de parents d'élèves. Enfin, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut. Justement, ça va changer. Et si on parle de parents et depuis hier, parentalité, justement, c'est ça. C'est la première chose qui est arrivée dans les débats depuis hier. C'est justement le rôle que doit prendre maintenant, enfin. J'ai quand même l'impression que les pères sont vachement absents. Enfin, oui. Moi, dans ma vie professionnelle, 42 ans de métier, les pères, j'en ai pas vu beaucoup et j'ai vu... Alors, je pense... les mamans, on va poser la question quand même peut-être à des jeunes s'ils veulent répondre. Ils font ce qu'ils veulent, bien sûr. Par rapport à ça, justement, puisque c'est quand même eux aussi pour voir la nouvelle génération comment ils ressentent ça. Non, je pense quand même que dans la parentalité, le père a quand même une autorité et une puissance... Alors, il y a des cultures, pardon, excusez-moi, mais il y a des classes sociales où ça s'amoindrit. Il faut savoir que... Dans l'absence du père, ça pose des problèmes quand même, non? Oui, ça va, oui. Enfin, oui. Bon, c'est vrai on va juste fermer la parenthèse et en même temps, on va lui répondre. Hein, mais bien sûr que le père, déjà, s'il n'y a pas le père, il n'y a pas de procréation, pour commencer. Hein. Ensuite, le père... Non, attends. Tu sais ce que tu vas faire, tu vas t'asseoir, tu vas m'écouter, d'accord? Moi, je t'ai écouté, tu t'assois et tu t'écoutes. Autrement, tu sais, on va tous les deux, on discute dehors, si tu veux. Là, on est en public, là. Donc, je suis en train de dire que le rôle du père, il est là, on le sait. Mais après, dans son déroulé, on prend un exemple aux États-Unis, comme partout, là où il y a une crise économique, là où il y a une décomposition des familles, les pères, c'est les premiers absents. C'est pas moi. Et maintenant, mon sujet, c'était pas le sujet sur les pères. Mon sujet, c'était sur les mères. Voilà. Ouais, mais c'est tout. On s'arrête là, quoi. Parce qu'on peut poser une autre question. Non, mais c'est vrai. On parlera après de l'absence des mères au PMU. Personnellement, je trouve que c'est quand même assez dur à vivre. Bon. Je voudrais juste apporter un petit témoignage supplémentaire, mais bon, par rapport aux mères, justement. Bon, moi, je suis intervenue sur Bassins, auprès, justement, donc c'était l'association Femmes de Bassins. Et là aussi, il y avait un constat de la part des femmes, des mères, qu'effectivement, c'était avant tout elles qui étaient en avant. Mais c'est ce qui était... ce qui serait important peut-être de relever, c'est que quand il y a ce constat,
c'est peut-être aussi après d'aller un petit peu plus loin. Et du coup, avec ces mères et ces femmes, ce qui a été intéressant dans ces groupes de parole, c'est qu'à un moment, elles-mêmes, elles ont fait un petit pas de plus, à savoir à se questionner, parce que moi je leur demandais, ben, ils sont où les pères, les garçons, les fils et tout ça. Et à un moment donné, elles-mêmes, elles sont venues aussi à cette réflexion, à se dire, ouais, et au fait, mais pourquoi ils sont pas là? Et du coup, ça les a amenés aussi à prendre conscience que les frontières, c'est peut-être soi-même aussi qu'on les crée parfois, et qu'elle-même, elle me disait, finalement, c'est peut-être nous qui prenons trop la place, qu'on leur laisse pas assez. Enfin voilà, ça a mis toute cette réflexion un petit peu en mouvement, en question, et c'est peut-être là le petit pas de plus pour ouvrir sur des réflexions et puis de continuer au-delà du constat. Monsieur, vous avez le micro. Ça y est, monsieur. Tenez, monsieur, après. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir, Bouzid Senan. Je suis le directeur d'une association qui s'appelle ID Méditerranée. Je me présente pour comprendre la suite. Et donc, association qui agit à l'international à travers des petits projets de développement local. Donc, dans ce cadre, en 2006, j'ai été amené à rencontrer le père Zidane, qui m'avait parlé d'un problème d'accès à l'eau dans son village. Puis de fil en aiguille, on s'est retrouvé à faire un petit projet qui a bien marché dans le village de Zidane, en Kabylie. Et le fils est allé aussi, quelques temps après, faire un grand voyage très médiatisé en Algérie et jusqu'à son village. Et une fois ce projet fait, je me suis dit, il me manque quelque chose. Et où je voulais compléter par le lien entre les jeunes, le centre social et le village du père de Zidane, Boukhlifa, et la Kabylie, puisque le directeur du centre social, c'était Nasser Oussedik, qui était aussi de cette région. Et à partir de là est venue l'idée d'organiser un voyage pour les jeunes. Alors je vais faire un lien avec la parentalité, mais surtout en posant une question à Nas. Donc on a été amené à faire voyager 10 jeunes avec 2 animateurs pendant 10 jours, 15 jours. Voyage, je dirais, mémorable pour moi, mais pour eux, avec de belles images. Et je voulais demander à Nassim, parce que je ne les ai plus revus, ces jeunes, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que ça a changé ou ça a apporté quelque chose à leur vie? Le fait de voir aussi le lien entre le père Zidane et son fils et le village, parce qu'ils sont allés rentrer dans la maison de Zidane et voir le village du footballeur, de Zidane. Merci. Merci, monsieur. J'arrive, Ness. Après, il y a le monsieur qui va répondre. Vous voulez une réponse tout de suite? Oui. Et après, il y a le monsieur qui prend la parole, s'il vous plaît, monsieur. Je ne sais pas si on est dans le thème, là. Parce que certains de ces jeunes-là, vous savez, il y a quelques années, aujourd'hui, ils sont tous parents. Voilà. C'est certain que le fait d'avoir participé à ce type de projet sur l'international, ça va permettre de grandir encore plus. Et ils sont très contents, très touchés. Ils continuent à s'investir, s'engager dans la solidarité. Et c'est vrai que c'est ancré dans leur expérience et dans tout ce que ça a pu leur porter. Moi, en fait... Attends, je finis, c'est juste le raccord, là. La question que tu poses sur justement le lien qu'il y a entre les pays d'origine, la transmission du petit-fils, de la terre et de Marseille, je l'ai poursuivi là, sur un bouquin où j'ai intégré l'expérience des centres sociaux et de la Castellane. Ce qui en ressort, on revient toujours, quoi. C'est justement une prise de conscience de cette double culture. Certains le gèrent très bien. Il y en a qui s'arrêtent à ça. Il y en a qui en souffrent. Et après, pour la parentalité, là, c'est une parentalité des cultures qui se jouent là. C'est même plus des hommes. C'est comment la culture d'origine, comment on la vit dans sa transformation, dans son adaptation, dans son implantation. Mais tu parles du père de Zidane. Le père de Zidane a été médiatisé parce que c'est Zidane. Mais c'est le
l'enjeu de tous les fils d'immigrés, quel que soit dans le monde, quoi. Et voilà. Oui. Monsieur? Oui, en fait, moi j'ai un message à faire passer à nos chères mamans qui sont si massivement présentes. En fait, on avait abordé un sujet d'une participation, enfin, de la non-participation des hommes. Bon, là, je ne reviens pas sur le sujet, mais je voudrais simplement dire que nos chères mamans, vous avez beaucoup plus d'influence envers nos papas. Peut-être qu'il y a un problème d'information, mais si vous informez à nos papas qu'il est quasiment important de participer à ces genres de rencontres, et si vous leur dites que si vous n'y allez pas, et moi non plus, j'y vais pas, moi, en tant que maman. Parce qu'en fait, la vie parentale nécessite la présence et du papa, et de la maman, et des enfants. Donc, essayez de jouer ce rôle, parce que je crois que prochainement, on aura beaucoup plus d'hommes que de femmes. Merci. Et moi, je voulais juste ajouter qu'il y a justement la question de la parentalité n'implique pas que les pères et la mère. On a vu qu'il y a beaucoup d'autres adultes qui influencent sur l'éducation et les conceptions de la parentalité. Et tous les gens qui et là, par exemple, hier, il y avait un avocat qui parlait du fait qu'aujourd'hui, les enfants sont de plus en plus conçus comme une propriété privée. C'est des parents, alors que, et ça c'est une chose qui ça ressort beaucoup aussi des témoignages, par exemple le fait qu'on a besoin, comme parents, parce que ça fait peur justement dans cette société être parent, de plus d'adultes des références. Et ce que disaient ces parents, c'était que par exemple, le fait que dans les quartiers, on peut s'autoriser à parler à un autre enfant qui n'est pas les miennes, mais que je peux quand même donner une parole d'adulte qui peut l'aider, dans son éducation, je pense que c'est très important parce que la parentalité ne doit pas s'enfermer à cette couple père-mère qui en plus souvent n'est pas conçu parce qu'il y a beaucoup de couples qui s'éclatent. Et du coup, voir comment la parentalité, c'est quelque chose vraiment de plus collectif, ainsi comme la responsabilité des enfants, c'est quelque chose qui implique la collectivité de plus en plus. Et ces témoignages du quartier, je pense que c'est important dans ce sens-là, que ces parents disaient ça. On est mère, pas que de nos enfants, mais mère aussi des plus des enfants qui sont à elles. Bien sûr. C'est important, justement, c'est encore ça qu'on disait, c'est une espèce de s'ouvrir. Moi, je voudrais faire un petit témoignage ou peut-être un conseil. Je peux me permettre un conseil, comme je m'y connais un petit peu. Et je voulais juste vous dire que, par exemple, et c'est vrai qu'on parle toujours de solidarité, d'ouvrir les portes, de faire venir les gens à soi, en fait, de s'ouvrir au monde et d'essayer d'apporter le meilleur de soi-même dans la rencontre. Et c'est ça qu'il nous faut garder, c'est la rencontre. Et ce modèle économique a beaucoup marché en Champagne, en Bourgogne, dans le Beaujolais. Il faut ouvrir les caves, visiter les caves. Et ce modèle économique peut permettre, en fait, dans des tas d'endroits, de pouvoir justement, peut-être, sortir